Yo l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, on va faire un live One Piece. Donc ça va être évidemment la react au spoil complet du chapitre 1145. On va avoir énormément d'informations, le retour de Xebec. On va avoir aussi Loki, l'alliance avec Loki. Potentiellement un petit truc qui va arriver très prochainement les gars. Ça va être tout simplement un gros flashback qui va être, je pense, le plus gros des flashbacks. On va parler d'énormément de choses, il va y avoir beaucoup de révélations, on va analyser, détailler en profondeur tout ça, et j'espère qu'on va pouvoir discuter théorie, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire les gars. Donc comme d'habitude, juste avant, n'hésitez pas à follow, like et commenter pour la team YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la team, à tout simplement participer de manière financière si vous en avez envie et si vous le pouvez, parce que voilà, ça aide énormément pour le développement de la chaîne, pour le développement des concepts, développement du matériel et tout, vous connaissez les gars. Et sinon, vous avez évidemment le Twitter pour avoir les spoils qu'on va étudier aujourd'hui, mais voilà, en direct, voilà, en premier, donc voilà, c'est sur le Twitter que je les mets d'abord. Et puis après, vous avez évidemment le Discord avec l'intégralité de toutes les informations qu'on traite autour de One Piece et autres. Là, vous avez plein de choses autour du gaming, d'ouverture de booster. Bref, les gars, je vous poste tout là-bas. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour cette petite promo. Merci énormément à tous ceux qui soutiennent. Et let's go, on continue et c'est parti pour un live légendaire. Donc let's go les gars, on va analyser ce chapitre 1145, en tout cas c'est spoil complet, on va pouvoir détailler tout ça, je vais d'abord vous lire, react à tout ça, et ensuite comme d'habitude il y aura l'analyse et les théories en fin de live pour justement vous donner mon avis sur tout ce qui se passe actuellement sur Elbaf et ce qui pourrait se passer tout simplement dans les prochains chapitres. Donc le titre c'est Incendie dans le 2e district forestier sur la route de la branche 8. Donc ça c'est assez intéressant parce que voilà, le titre porte directement sur une action, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir même si c'est très courant. Là habituellement on parle de chevalier divin, on met en avant certaines choses qui ont plus d'importance, mais si l'incendie est mis dans le titre, ça veut dire vraiment que l'importance va se porter sur cet incendie. Je pense qu'on va en apprendre plus dans ces spoils complets. Ok, donc du coup c'est un chapitre de 19 pages, enfin 2 pages en couleur dû au color spread, donc le fameux color spread qui va teaser l'arrivée tout simplement des épisodes de One Piece, donc la reprise des épisodes de One Piece. On a évidemment 17 pages normales en noir et blanc, donc voilà, dans la moyenne, c'est un très bon chapitre, c'est quelque chose qui tout simplement rentre dans ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, très bien, on continue comme ça. Oda, ça a beau être la 3e semaine d'affilée qui fait un chapitre, il nous fait quand même un chapitre conséquent. Des fois on pouvait avoir 15 pages, des fois 13 pages, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Alors, le color spread spécial sur la couverture dessiné par Midori Matsuda, donc c'est un caractère designer de l'anime One Piece, et du coup l'équipage du chapeau de paille est dans une pièce remplie de télévision en train de regarder les nouveaux épisodes de l'anime Egghead. Donc voilà, petit teaser de ce qui va arriver, c'est assez sympathique. Et du coup, vu que le color spread il n'a pas été fait par Oda, je pense que c'est pour ça qu'on a eu le droit à la mini-aventure, mais aussi au color spread. Donc ça, je trouve ça trop bien, parce que voilà, Oda, ça a beau être son œuvre, partage quand même beaucoup, énormément même. Donc let's go, on continue. Mini-aventure, donc la mini-aventure, donc le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, volume 30, page 1 est vivant. Donc on a Yamato qui a détruit la cible où Ulti était emprisonné. Maintenant, Ulti enlace page 1, qui est encore enchaîné au sol. Donc voilà, juste ça, ça montre qu'on arrive vraiment au dénouement de l'aventure. J'ai hâte de voir un petit peu ce que Oda va nous préparer pour le cliffhanger. Rappelez-vous, il va y avoir un teaser de quelque chose. Donc moi, je vois bien Yamato prendre la mer, potentiellement avec Ulti et page 1, étant donné que d'après moi, ils ont plus rien à faire à Wano, même si on n'est pas à l'abri de quelque chose, hein. On pourrait les revoir apparaître dans une autre mini-aventure, vous savez, les petites mini-aventures qui est du monde, où au lieu d'avoir une mini-aventure centrée sur une seule personne, on a tout simplement le développement de tous les personnages qu'on a croisés depuis le début de l'aventure. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait revoir, mais moi j'aimerais bien voir Yamato prendre la mer pour pouvoir, je sais pas, apparaître d'une manière inopinée sur Elbaf. Ça pourrait donner vraiment quelque chose de légendaire. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Ok, on continue avec le chapitre qui commence avec une incroyable double page dans le monde souterrain. On a Zoro, Sanji et Goldberg qui chassent de la viande pour Loki et trouvent un brontosaure massif appelé Grogisaurus qui les attaque. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, dans le monde souterrain, on a quand même des dinosaures. Rappelez-vous, la première fois qu'on a entendu parler d'Elbaf, la première fois qu'on a vu des
géants. C'était sur quelle île? Little Garden. Pourquoi elle s'appelle comme ça cette île? Parce que pour les habitants qui y habitent, et ben cette île est tout simplement un petit jardin. C'est pour ça qu'elle s'appelle Little Garden. Et évidemment, les habitants étaient donc des dinosaures. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement des dinosaures. Donc voilà. Je pense que tout est fait exprès. C'est des choses que Oda a pas oublié, qu'il a fait revenir dans le manga pour des petits, je dirais pas des foreshadowing, peut-être, hein, on sait pas, mais plutôt des références à son œuvre passée tout simplement. Donc let's go, on continue. Goldberg utilise son bouclier qui a des yeux et une bouche pour les protéger. Et le bouclier brise les dents du Grogisaurus. Donc voilà, ça doit être un running gag. Pour l'instant, on aime bien. Donc voilà, en tout cas pour la première partie. Donc là, on continue avec Zoro et Sanji qui utilisent une attaque combo. Donc là, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus faire une attaque combinée. Bah, je crois à Wano, ils en ont fait une. Mais c'est des choses que, voilà, on voit pas souvent. En tout cas, avec Ed, ils en ont pas fait. Et justement, je trouve ça pas mal d'utiliser ce genre de combo et tout. J'ai hâte de voir le Monster Trio. Pour une fois qu'il est réuni et pas éparpillé aux quatre coins de l'île, je pense que voilà, si Oda pouvait nous régaler avec 2-3 petits combos et tout, ça pourrait être sympathique. Donc, le combo s'appelle Armée de l'air Power Shoot contre le Grogisaurus. Sanji envoie Zoro voler avec un coup de pied vers le Grogisaurus, puis Zoro le décapite. Et Goldberg dit qu'il y a un chalet de chasse à proximité avec du matériel de cuisine, donc ils peuvent l'utiliser pour préparer la viande. Et Sanji demande pourquoi le bouclier de Goldberg peut parler. Goldberg explique que son bouclier appelé Nash est un homie qui a pris vie pendant la bataille lorsque son père est allé combattre Big Mom lors du solstice d'hiver il y a 63 ans. Donc déjà c'est ouf, là il y a trop d'informations. Donc pour le bouclier, que c'est un homie, il est bel et bien vivant, il a reçu une âme de Big Mom, ce qui lui donne une vie tout simplement. Et ça c'est trop marrant parce que du coup ça veut dire que voilà, l'influence de Big Mom est toujours d'actualité, exactement comme Zeus avec Nami. Donc là la seule question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Big Mom est réellement morte? Est-ce qu'elle est tout simplement vivante? Parce que si ces âmes arrivent à vivre, est-ce qu'elle serait pas toujours en vie? Après, il y a des fruits du démon qui sont toujours actifs, en tout cas leurs pouvoirs sont toujours actifs après la mort du détenteur, donc c'est pour ça que on se demande toujours si c'est possible ou pas possible, mais voilà, Oda nous rappelle un petit peu que Big Mom vit encore dans certaines âmes, en tout cas Zeus et ce bouclier. Et d'ailleurs, Zeus, c'est vraiment l'âme de Big Mom. C'est-à-dire qu'elle a pris sa propre âme pour créer Zeus et ses homies les plus proches, Napoléon et Hélios, je sais plus comment il s'appelait, le soleil. Donc voilà. En tout cas, c'est assez sympathique. Ensuite, je voulais vous aussi ajouter une petite référence parce que la dernière fois qu'on était à Little Garden, Zoro et Sanji ont tout simplement organisé un concours de chasse qui, justement, a, on va dire, découlé sur une égalité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Dory et Brogy se sont battus pendant 100 ans parce qu'ils se sont affrontés au concours de chasse et ils ont fini par se battre. Et pour savoir qui va gagner au bout du compte, eh ben, il fallait tout simplement que l'un ou l'autre gagne au combat en 1v1. Et au final, la vérité, c'est que personne gagnait et ils ont juste remis leur combat à plus tard étant donné qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ils devraient même passer l'éponge parce que voilà, je pense que personne ne gagnera et personne ne l'emportera l'un envers l'autre, l'un sur l'autre. Donc voilà, on continue. Il retourne voir Loki qui explique à tout le monde que les chevaliers divins sont apparus et l'ont attaqué. Ashrudin lui demande s'il avait un problème avec eux quand il a semé le chaos à l'étranger. Ok, donc voilà, encore une information légendaire qu'on n'avait pas dans les spoils normaux, le fait que Loki soit parti à l'étranger. Je crois qu'on en avait déjà parlé et qu'on avait déjà entendu ça. Par contre, là, on a vraiment l'impression que Loki a vraiment beaucoup voyagé, tu vois. Et d'ailleurs, hier, je disais que Loki avait pas l'air de vouloir devenir pirate. C'était vraiment dans son intention. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de devenir pirate, tu vois. Cependant, c'est pas quelque chose qui ne peut pas arriver. Quoique, en vrai, après, ça dépend. Je sais pas si la piraterie, c'est quelque chose qui l'enchante réellement. Je pense qu'il a peut-être potentiellement des préoccupations beaucoup plus grandes, comme, je sais pas, son passé, régler ses problèmes, je sais pas. À voir, les gars. En tout cas, c'est vrai qu'il a été pirate, qu'il a bel et bien semé le chaos à l'étranger. C'est des choses qu'on avait déjà entendues. Alors Loki répond, ne sois pas stupide. Si j'étais allé assez loin pour les rencontrer, je serais déjà devenu le roi du monde. Et évidemment, ça veut dire qu'il n'est pas parti loin non plus, il a dû rester dans le nouveau monde. Et en plus de ça, il est malin parce que ça veut dire qu'il en connaît beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Parce que là, il comprend que les chevaliers divins sont au sommet du monde, tu vois. Vraiment au sommet du monde. Et il comprend aussi que les Tenryubito, donc les dragons célestes, sont eux aussi ceux qui gouvernent le monde entier. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt habile d'Oda, parce que du coup, on sait que Loki, il en sait quand même beaucoup, mais il faut bien comprendre qu'il sait pas non plus tout de A à Z. Donc ça, c'est ouf. Alors du coup, on passe à Sanji qui cuisine le Grogisaurus. Luffy commence à manger la viande, mais Sanji lui rappelle que c'est pour Loki. Luffy force alors un morceau de viande dans la bouche de Loki. Ok. Et du coup, je pense que Luffy
il doit être dégoûté, du coup il a forcé Loki à manger parce que fallait qu'il mange. Et du coup il y a Luffy qui dit Loki mange. Et du coup Loki qui hurle dit c'est brûlant. Et Gerd dit Luffy ses blessures vont se réouvrir si tu fais ça. Et Loki très en colère dit tu voulais me tuer ou quoi? Luffy répond oh tu as à nouveau plein d'énergie. De toute façon si tu ne manges pas tu ne guériras pas. Et ça c'est Luffy. La mécanique de Luffy c'est légendaire. Vraiment ça gros. T'inquiète tu manges t'es guéri de tout t'inquiète. Bon. Ensuite, Luffy voit que Loki a du mal à avaler la viande, alors il lui apporte un énorme bol de soupe bouillante et renverse toute la soupe sur lui. Loki lui dit de s'éloigner, tandis que Gerd lui fait discrètement un pouce en l'air car elle déteste Loki. Je suis mort parce que ils veulent tous le sauver, ils veulent tous l'aider, mais j'ai l'impression que c'est des poids, frérot. Ils sont tous là. Et gros, tout ce qui lui arrive à Loki, le pauvre, c'est il se fait manger de partout. Autant pour la viande, on essaye de l'étouffer. La soupe, elle se renverse sur lui, du coup, il se brûle. Frère, c'est dinguerie. Et en plus de ça, Gerd, qui ne l'aime pas, tout simplement, est contente qu'il lui arrive du mal. Donc, super, les gars. Mais c'est marrant, j'aime bien. Oda, toujours dans l'humour, tu vois. On continue. Donc, Loki, je ne pensais pas que tu voulais revoir le roux à ce point. Enfin, je peux comprendre l'admiration pour un pirate que tu as rencontré dans ton enfance. Et du coup, Luffy dit, on dirait que toi aussi, tu as quelqu'un comme ça. Et Loki répond, ouais, j'avais quelqu'un. Ça te fait regretter d'avoir été un gamin à l'époque. Et du coup, on a un petit flashback qui commence où on voit Loki enfant parlant à un mystérieux pirate. Bien qu'on ne voit que sa silhouette et un de ses deux yeux, il est clair que ce pirate est Rox dit Chebek. Xebek, Chebek. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent pour la prononciation. La vraie prononciation, c'est Chebek. Je trouve ça tellement pas ouf que je dis Xebek. Puis je suis habitué. Mais évidemment, dans l'anime, etc., ce sera Chebek, les gars. Ensuite, Loki enfant dit allez, amène-moi avec toi. Xebek dit ne me fais pas répéter. Je ne suis pas venu ici pour rencontrer des gosses comme toi. Et du coup, Loki répond alors bats-toi contre moi. Et Xebek dit quoi? Dans la dernière case du flashback, on voit Loki enfant au sol, gravement blessé, avec une épée plantée dans son corps. Donc voilà, comme quoi Xebek, il blague pas. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette petite interprétation que j'ai par rapport à ce combat-là, c'est que on a tout simplement pas de visuel sur le combat. Il aurait pu très bien lui planter une épée, de loin, de près, lui mettre une patate ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'Oda veut vraiment garder le mystère sur ses pouvoirs, sur la manière dont il combat. Et au final, on a zéro information, à part le fait qu'il puisse tout simplement utiliser une épée. Sauf que, du coup, j'ai l'impression que l'épée en question, ça doit pas être son épée principale parce que il l'aurait pas laissé planter dans le corps, je pense qu'il l'aurait gardé avec lui. Donc après, à voir comment elle est la scène. Est-ce qu'il est sur le corps avec l'épée ou est-ce que l'épée est plantée dans le corps et elle bouge pas? Je sais pas, mais peut-être qu'il utilise des épées qui viennent de son fruit du démon, comme par exemple le fruit du ténèbre à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait des épées calées à l'intérieur et que c'est ça qui sert à créer des dégâts. On va dire ça comme ça, les gars. Donc on continue avec Edward Newgate, donc Barbe Blanche, qui réprimande Xebek pour ce qu'il a fait à Loki. Et du coup, Newgate, il dit utiliser une vraie lame sur un gamin, c'était trop. Xebek, il dit ferme-la, Newgate. Et du coup, retour au présent, Loki dit d'un ton sérieux mais nostalgique, je suis né à la mauvaise époque. Du coup, c'est assez intéressant parce que voilà, il regrette le fait de ne pas avoir rejoint l'équipage tout simplement des Rox, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose et c'est peut-être aussi ce qui a fait que il fait partie un petit peu de l'époque, dans l'ancienne époque, parce qu'on le dirait pas comme ça, mais Loki c'est quand même un pirate de l'ère de Roger plus que de l'ère d'aujourd'hui. Enfin, il est un petit peu entre les deux ères, on va dire ça comme ça. En vrai, vu que là, on va dire il est adulte dans cette époque, je pense que ça va être son époque. Et c'est ce que je disais hier par rapport au fait qu'il pourrait être le Barbe Blanche de notre époque, enfin le Barbe Blanche pour Luffy, tu vois. Mais voilà, on est sûr de rien pour l'instant, à voir si Loki est réellement un pirate. Prêt à voir, est-ce qu'il joue au pirate ou est-ce qu'il est réellement un pirate? Est-ce que le One Piece l'intéresse ou est-ce qu'il veut juste devenir le dieu du soleil, Nika, etc., etc. À voir. Ok, on va finir avec cette partie. Changement de scène, direction la forêt du monde du soleil. Dans une incroyable double page, on voit les pirates géants guerriers combattre de nombreux monstres. Loki, Drone, Fantôme. Dans le Great Eric, édition Sval. Ok, dernière partie. Donc Dory dit, les drones forment une vraie armée. Brogy dit, des tonnes de fantômes aussi, normal pour des gosses. Gaban saute par-dessus les géants et coupe le monstre Loki en deux avec ses haches. Il dit que si les enfants connaissent le vrai Loki, leur monstre de rêve serait bien plus puissant. Puis Gaban ajoute qu'il sent 3 présences qui n'ont pas réussi à lui échapper complètement. Donc ça c'est légendaire. Encore une fois, l'utilisation du haki de l'observation de Gaban. Je vous l'avais déjà dit, les gars. Je vous l'avais dit à l'ancienne, je vous ai dit, c'est bizarre que Zoro, Luffy, Sanji, qui étaient dans le village, n'ont même pas cramé l'apparition des chevaliers divins, alors que Gaban, lui, a cramé alors qu'il était dans la forêt en train de tout simplement faire sa petite promenade. Donc ça montre tout simplement que le haki d'observation de Gaban est complètement légendaire. Ensuite, Gaban dit si même Elbaf n'est pas en sécurité, alors le monde est voué à sa perte. Et je voulais aussi ajouter par rapport aux monstres que ce que je vous disais
sur le côté illimité entre guillemets de Somers commence à se faire ressentir. Là, c'est carrément une armée de drones qui attaque Gaban et tout. Donc ça montre que le pouvoir vraiment de Kirin, de Killingam, est vraiment légendaire. Ça ressemble étroitement, comme je vous disais, au pouvoir de Crackers qui pouvait faire spawn des biscuits à l'infini, tu vois. Et quand je dis à l'infini, en fonction de son endurance. Et là, ça pourrait être exactement la même chose. Et au vu du fait que là, il est tranquillement en train de déguster le steak de ses rêves, je pense que il peut tenir encore très très longtemps. Du coup, les pompiers essaient d'éteindre l'incendie, mais n'arrivent pas à le contrôler. Saul a vaincu Fenrir, mais il ne peut pas stopper les enfants, et ils sont sur le point d'atteindre le feu. Mais soudain, Jinbei apparaît à l'intérieur d'une rivière de nuages marins et utilise une nouvelle attaque appelée projection de courant nuageux pour éteindre les flammes. Donc voilà, Jinbei qui est vraiment beaucoup trop fort. Le chapitre se termine avec Colon et son groupe. Colon dit que Jinbei est très stylé et le remercie d'avoir sauvé les enfants. Il explique que même si tout le monde à l'école le déteste, il les considère quand même comme ses amis. Et du coup, Nami a dit on va les sauver. Et Colon a dit d'accord. Mais dans la dernière case, Gunko apparaît au sommet de la figure de proue du Sval et elle utilise ses pouvoirs de flèche. Colon, Nami, Usopp, Jinbei et Brook sont choqués de la voir. Et Gunko dit je pensais pas qu'il y avait d'autres enfants que ceux de l'école. Et Colon dit hein, c'est qui cette personne? Et Gunko dit quel garçon plein de vie. Et du coup on arrive sur la fin du chapitre et on a un petit message qui dit One Piece reviendra dans le Weekly Shonen Jump le 21 avril 2025. Donc voilà, c'était la petite info de fin de chapitre étant donné que on a une pause la semaine prochaine. Donc voilà, ça va me donner le temps de pouvoir faire pas mal de choses, je suis assez content. Et sinon, en tout cas pour ce chapitre, on a vraiment un chapitre légendaire. Donc voilà, franchement, j'ai bien kiffé. Hâte de voir un petit peu si on va avoir quelque chose de légendaire demain en termes de visuel, mais d'après les spoils complets, on a quand même 2 doubles pages, une en début, une en fin de chapitre, donc ça va être, je pense, légendaire. Donc let's go, on va passer à l'analyse les gars. Donc là on passe à l'analyse vite fait, j'ai 3-4 choses à vous dire, hein. Ça va aller très très vite, de toute façon ce sera pas quelque chose de ultra détaillé étant donné qu'on va se concentrer sur le principal. Et là pour moi déjà, au niveau de Gunko qui apparaît en fin de chapitre, comme je disais là juste avant en off là, je trouve qu'elle est pas du tout choquée de voir Brook, donc ça m'inquiète sur le fait que je pense qu'elle doit lui en vouloir d'avoir arrêté la musique. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses et ça ferait en sorte de toujours la garder en tant qu'ennemie et qu'elle rejoigne pas le bon côté de la force, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, si elle rejoint le bon côté, ça affaiblit encore les forces ennemies. Et du coup, ça veut dire qu'il reste que 2 chevaliers divins. Et en plus de ça, on a vu que l'écharpe de Killingam était bel et bien la même que Luffy et que Yamato, donc 2 personnes qui sont gentilles, alors que toutes les écharpes noires appartenaient à des personnes qui sont méchantes, entre guillemets. Donc ça veut dire que limite, il y aurait plus d'ennemis, il resterait que Somers. Donc, on va voir un petit peu comment va se dérouler la suite des combats, mais je pense sincèrement que Gunko, malheureusement, ne rejoindra pas le bon côté de la force, même si c'est quelque chose que j'aimerais voir. Ça, c'est ouf. Ensuite, au niveau de Gaban, les gars, Gaban, monstrueux, encore une fois, il montre sa puissance colossale. Il montre tout simplement à tout le monde qu'il est vraiment très très fort et que son acquis de l'observation est légendaire. Du coup, les chevaliers divins maîtrisent une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas entendu parler, en tout cas que Luffy ne maîtrise pas, c'est le fait de cacher, on va dire, sa puissance, cacher son acquis, tu vois, pour éviter d'être repéré. C'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres mangas, etc., mais dans One Piece, ça a jamais été explicitement dit. On en avait déjà parlé une fois parce que justement, Shamrock avait émis l'hypothèse qu'il fallait faire attention, enfin Gunko et Shamrock, et qu'il fallait pas se faire repérer, et pour ça, il fallait qu'ils se cachent justement, et qu'ils utilisent pas leur acquis à pleine puissance, parce que sinon tout le monde pourrait les repérer. Et là, cette mécanique commence à vraiment entrer en jeu. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui cachent leur acquis, mais Gaban arrive quand même à les sentir parce que son acquis est encore plus supérieur. Donc ça montre aussi que au niveau des niveaux supérieurs, on va dire, de acquis, il n'y a pas juste le fait de voir dans le futur. Il faut bien comprendre que les acquis se découpent en plusieurs types de acquis et qu'il y a tout simplement des acquis, par exemple de l'observation, qui vont voir dans le futur. Donc il y aura ce développement-là. Il y a un autre développement qui consiste à percevoir l'environnement autour de lui. Donc voilà, c'est des choses qui, je pense, sont les différents types d'évolution de acquis. Pareil pour le acquis de l'armement. On a vu par exemple Roger et Barbe Blanche se battre et utiliser du acquis de l'armement, sûrement avec du acquis des rois. Et au final, on n'a pas vu la même utilisation que Garp. C'est-à-dire que Garp a fait des dégâts de zone monstrueuses qui, pour moi, normalement, si t'es Roger, si t'es Barbe Blanche et que tu te bats à fond, tu devrais avoir le même niveau. Donc, est-ce que c'est une branche, on va dire, du acquis de l'armement qui a été développée, donc l'attaque de zone, faire grossir, on va dire, son attaque, ou est-ce que c'est tout simplement le niveau de Garp qui est supérieur en termes de acquis offensif comparé à Roger et à Barbe Blanche? Ce qui, quand même, me questionne sur le sujet, même si c'est pas impossible. Donc, en tout cas, je pense
sincèrement qu'il y a plusieurs utilisations du haki, on l'a déjà vu déjà auparavant, et qu'il y a plusieurs évolutions différentes qui sont pas les mêmes, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir des personnes qui soient très très fortes en termes de perception aux alentours, et d'autres personnes qui soient très très fortes en termes de perception du futur, un peu comme Shanks et Gaban, tu vois. Après Gaban, je pense que c'est les deux. Shanks, je pense que c'est plus le haki du futur, et lui, je pense qu'il est plus dans le haki des rois, etc., etc., Shanks. Donc voilà, ça c'est ouf. Ensuite, on a Gaban qui, malgré sa puissance, fait quand même un compliment encore une fois à Loki, qui dit que si les enfants savaient à quel point Loki serait puissant, ils auraient fait spawn des monstres 10 fois plus puissants que ça. Et ça c'est ouf, parce que ça montre encore une fois que même Gaban, les gars, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il insiste sur le fait que Loki est vraiment ultra puissant, d'une puissance colossale. Donc, je pense que là, on l'a vu utiliser son marteau. Toujours pas d'explication par rapport à ça. Mais je pense aussi qu'il serait capable d'avoir un fruit du démon légendaire qui, justement, booste ses capacités qui sont déjà hors normes, étant donné que lui-même fait partie, génétiquement, des géants les plus puissants de l'île. Donc voilà, lui, il a vraiment tout pour lui. Il a vraiment des attaques légendaires sans utiliser son fruit. Il a sûrement un fruit légendaire. En plus de ça, il a une génétique légendaire. Donc franchement, Loki, au top du top. Donc voilà, ensuite. Maintenant, on va attaquer sur Xebec, le flashback, etc., parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que Oda est en train de nous teaser. Ça me rappelle un petit peu Kuma, qui, au début de l'arc d'Egghead, tout simplement faisait, entre guillemets, son apparition. C'est-à-dire qu'on voyait Bonnie entrer dans la bulle de souvenirs, et on voyait un Kuma courir dans des champs dorés un petit peu, sans savoir où il était, sans savoir ce qui s'était passé, etc., Et là, j'ai l'impression que la mécanique de construction est la même. On voit un Xebec arriver sur Elbaf, qui dit avoir une mission précise. En gros, il dit, je suis pas venu pour rencontrer des enfants, ça veut dire qu'il est venu pour une autre raison, et du coup je pense que cette raison va être tout simplement dévoilée au fur et à mesure de l'arc. Donc là on commence tout juste à en rentrer dans le dur de l'arc. Je pense que le flashback ne va pas tarder à arriver, mais il va arriver après. Rappelez-vous qu'à Egghead, le flashback est arrivé vraiment au moment où on perdait totalement le contrôle, c'est-à-dire que Saturne arrivait avec une nouvelle mécanique, il montrait justement les cercles d'invocation démoniaque, il avait son côté immortel. Oda nous donne ça sans nous expliquer ce qui se passe, et bam, on part sur un flashback, God Valley, Xebec, Roger, etc. Donc je pense que pour moi, ce serait quelque chose de possiblement ressemblant. Moi, je vois bien quelque chose comme, par exemple, on a les chevaliers divins qui vont commencer à se faire arrêter par les Mugiwara, Luffy, etc. Donc, on a potentiellement Gaban, Luffy, Zoro, Sanji, etc. qui vont tous se réunir pour combattre, entre guillemets, les chevaliers divins. Et malheureusement, je pense que les chevaliers divins n'ont aucune chance de les vaincre, tout simplement, étant donné que la force sur l'île est vraiment colossale. Après, à voir s'ils sont immortels, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. On sait qu'ils utilisent la marque, on sait que Gunko, quand elle attaque, il y a des flammes qui sortent un petit peu, des flammes noires qui sortent de son corps. C'est des choses qui restent encore à prouver, mais on est encore sûr de rien. Mais c'est pas impossible que eux aussi soient tout simplement immortels. Et ça expliquerait pourquoi Oda n'a choisi de mettre que 3 ennemis. Et ça expliquerait aussi la raison pour laquelle Dragon a vraiment, mais vraiment peur, entre guillemets, des chevaliers divins. Parce que voilà, quand il a parlé un petit peu du gouvernement mondial, il a dit que les Tenryubito c'était pas vraiment ses ennemis, mais que ses vrais ennemis et que les hommes qui étaient les plus dangereux à Maréjoie, c'était évidemment les chevaliers divins. Donc, à voir. Peut-être qu'il a des informations qu'on n'a pas vraiment. Donc voilà, petit flashback de Xebec avec potentiellement une suite qui va arriver plus tard, je suis trop content. Et aussi des chevaliers divins qui s'annoncent vraiment colossal. J'avais parlé un petit peu de Gillingham, le Stremon, quoi. Il est là, il arrive à faire spawn des monstres autant qu'il veut, et ça me rend fou, parce que je me pose énormément de questions sur le fait de comment il arrive à en créer autant, alors que il est tout simplement assis dans une forêt, quoi. Ça me rappelle vraiment Cracker, c'est sa mécanique de biscuit illimité, et tout ça, c'est que en fonction de son endurance, et force est de constater pour l'instant que Gillingham a l'air pas du tout fatigué, donc ça veut dire qu'il pourrait faire ça encore toute la night, tu vois. Donc voilà, monstre terrifiant, à voir aussi justement où pourraient aller ses pouvoirs, et pour terminer, c'est ça que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que potentiellement dans les prochains chapitres, avant le flashback légendaire, je pense qu'il pourrait y avoir un affrontement, peut-être les chevaliers divins pourraient se faire arrêter, et après, les chevaliers divins utilisent la marque, rassemblent la totalité, on va dire, des chevaliers divins, peut-être, peut-être qu'on va les voir, je sais pas, peut-être transformés, parce que ça, Oda, il aime bien faire ça, ramener des personnages, il les transforme pour pas qu'on voie un petit peu leur pouvoir. Vous savez, il y a plusieurs formes, la forme hybride, la forme transformée, et du coup, ça permet justement de garder un petit peu de mystère, mais de pouvoir utiliser ces personnages. Et du coup, le fait qu'il y ait tous les chevaliers divins potentiellement avec le chef, donc Shamrock, pourrait faire en sorte que voilà, une grande guerre se mette en place, peut-être pas mal d'affrontements, peut-être l'intervention
de personnes extérieures, comme Shanks qui pourrait débarquer, comme, je sais pas moi, Yamato qui pourrait arriver après avoir pris la mer, même si c'est compliqué. Peut-être d'autres personnes, la marine, etc., pour venir aider un petit peu les chevaliers divins. Peut-être un des Gorosei, peut-être tous les Gorosei, vraiment, si Oda il veut foutre vraiment la merde sur Elbaf. Mais je pense quand même qu'il y en aura au moins quelques-uns en plus, et justement, ça formera vraiment un ennemi colossal pour cette fin d'arc. Et du coup, on terminerait potentiellement sur la séparation des deux camps, sans vraiment une guerre totale et finale. Ce serait pour moi peut-être un teasing de ce qui pourrait se passer à la fin du manga, parce que voilà, vous comprenez que voilà, les chevaliers divins ne peuvent pas être défaits avant la fin du manga, parce que c'est la force la plus puissante du gouvernement mondial, et si on arrive à les détruire maintenant, ce serait beaucoup trop cheaté pour la suite, étant donné que Luffy n'aurait quasiment plus d'ennemis, tu vois. Donc, gardez bien ça en tête. Ensuite, Shamrock, je vous ai dit, pour moi, c'est un ennemi de fin de manga. Il n'y a qu'une seule condition, mais vraiment une seule condition qui permettrait la défaite de Shamrock à Elbaf. C'est le fait que Oda a décidé de changer le chef des chevaliers divins et de potentiellement mettre Barbe Noire à sa place. Ce qui justement ferait en sorte que Barbe Noire glow up, que son pays soit affilié au gouvernement mondial comme il l'a voulu. Et ça le rapprocherait tout simplement de son rêve de devenir roi du monde. Ce qui pourrait surpasser le rêve de Luffy qui ne veut que devenir roi des pirates. Ça, c'est assez intéressant parce que on pourrait voir potentiellement un Luffy qui se fait dominer, qui revient plus tard pour assouvir son rêve, assouvir sa vengeance entre guillemets, mais surtout libérer le monde, comme l'indique tout simplement son fruit du démon. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars. C'était un live plutôt sympathique. J'essaie de vous donner énormément d'informations pour que vous puissiez avoir justement des visions différentes sur ce qui peut se passer. Mais en tout cas, comme j'ai l'habitude de faire en fin de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la team pour la team YouTube. N'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas à tout simplement participer de manière financière si jamais vous le pouvez, si jamais vous avez envie, parce que voilà, ça aide énormément, que ce soit pour l'amélioration du matériel, l'amélioration du montage, etc. Et évidemment, vous avez tous nos autres réseaux sociaux comme Discord, c'est là-bas où je réunis toutes les informations autour de One Piece, on se réunit pour du gaming, pour parler, pour tout ce que vous voulez. Et Twitter, c'est là-bas où je vous mets tout simplement les informations en première fraîcheur, en direct, c'est là-bas où vous les avez en premier. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux, et voilà, si jamais vous voulez soutenir, vous savez exactement comment faire maintenant. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt.